Nous parlons de cette rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous avons la date, le 15 août. Nous avons l'endroit, l'Alaska. Et nous savons d'ores et déjà, de la voix du président américain, que des territoires ukrainiens devraient être cédés. On l'écoute, le président américain. Vous parlez de territoires qui ont été disputés pendant 3 ans et demi. Beaucoup de Russes sont morts. Beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation. Nous cherchons à en récupérer certains, à en échanger d'autres. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué. Si c'est très compliqué pour les Américains, imaginez la complexité pour les Ukrainiens. Écoutons le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Voilà pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous êtes à mes côtés, mon général Chauvency. On va essayer de comprendre ce qu'il en est de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Première carte, on vous la montre. C'est une carte justement qui représente ces fameux territoires. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous en dire de ces territoires occupés, mon général? Bon, d'abord, il y a la Crimée qui est ici, donc finalement, à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le sujet principal. C'est surtout l'ensemble de ces 4 oblasts qui ont été annexés dans la constitution russe, prise bien sûr sur l'Ukraine, et avec une grande partie qui est occupée. Ici, 92% de Louhansk, en gros, est occupé par les Russes à la date d'aujourd'hui, et les autres, c'est à peu près 70%. Avec quelque chose de fondamental, ce que l'on voit ici, c'est le Dniepr, qui est en fait une frontière naturelle, et qui sépare d'ailleurs l'oblast de Kherson, ce qui d'ailleurs oriente sur les échanges de territoire. On voit mal aujourd'hui les Russes franchir le Dniepr pour récupérer, entre guillemets, par accord, cette partie de l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a une frontière naturelle ancienne entre l'Est et l'Ouest qui se recrée par la géologie. La géographie, pardon. Précisément, dans ces 4 territoires que l'on peut voir, qui sont annexés, que la Russie veut russe, désormais, quels sont les points de friction? Je vous propose que l'on zoome sur 2 d'entre eux, Louhansk, Donetsk, pour que vous puissiez nous indiquer ce que nous devons faire précisément dans ces parties. Pourquoi notre attention doit être fixée sur ces 2 parties particulières? Alors, je ne sais pas où est Kupiansk exactement ici, mais vous avez Kupiansk qui est au nord. Vous avez cette partie-là où il y a les principaux combats. Pokrovsk doit être par ici, sauf erreur de ma part. Donc, vous avez de là à là, à mon avis, de mémoire, parce que j'aime bien avoir quelques points de repère, vous avez 3 points clés aujourd'hui qui font partie de la ligne de défense ukrainienne, sur lesquels les Russes font effort aujourd'hui, jour après jour, mais depuis des semaines et des mois, et qui cherchent à investir finalement les villes forteresses de Pokrovsk et de Kupiansk en particulier. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ces 2 villes sont en situation d'être encerclées, même si c'est très lent, mais aujourd'hui, les lignes de contact sont à 5-10 km, pas plus. Néanmoins, mon général, pas encore de percée sur ces lignes. Pourquoi ? Je pense d'abord parce que le terrain ne s'y prête pas forcément, et ensuite l'armée ukrainienne se bat. Dès lors que l'armée ukrainienne se bat, déjà, les Russes n'avancent pas comme ça. Deuxième point, la guerre des drones dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce que fait la guerre des drones? La guerre des drones entrave toute progression, toute manœuvre, en détruisant tous les blindés, tous les véhicules qui se présentent. Résultat, que font les Russes? Ils se battent à pied avec des fantassins par petits groupes, ils s'infiltrent, et donc finalement, on est à la vitesse du fantassin et qui combat, donc c'est du kilomètre au kilomètre. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, le terrain et les drones, l'avancée technologique ne permet pas ces grandes enveloppées qu'on aurait pu voir comme en Deuxième Guerre mondiale, avec des milliers de chars qui font des dizaines, des centaines de kilomètres. Ce n'est pas possible sur le terrain aujourd'hui. C'est notamment cette ligne. On dézoome et on va cette fois sur 2 autres régions, celles qui sont un petit peu plus au sud de ces 2 régions que l'on vient de voir, notamment en focalisant sur la Crimée, mais surtout Kherson et Zaporijia. On va juste rappeler un élément extrêmement important centrale, à Zaporijia. Effectivement, la centrale. Donc d'abord, reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, tout à l'heure, on a le Dniepr qui fait une frontière naturelle, qui est infranchissable d'un côté comme de l'autre à date d'aujourd'hui. C'est une frontière qui parfois fait plus de 1000 mètres de large, une frontière fluviale, qui, à mon avis, sera dans les négociations s'il devait y avoir un abandon de territoire. On voit mal les Russes passer de l'autre côté. Ensuite, vous avez Zaporijia. Zaporijia, c'est quand même 6 réacteurs nucléaires sur les 15
que l'Ukraine possède, ce qui veut dire en termes d'électricité, un otage de poids. Sachant qu'aujourd'hui, n'oublions pas que l'Union européenne, par exemple, fournit 2 mégawatts sur la quinzaine nécessaire à l'Ukraine régulièrement. Une digression. Ce que vous nous dites est très important, ce qui signifie que si cette région, très précisément de Zaporijia, devenait complètement russe, l'Ukraine ne serait plus souveraine en électricité. Si elle le serait, mais elle aurait perdu une partie de cette capacité. Et on arrive à comme ce qui s'est passé depuis le début de cette guerre, on a reconduit l'alimentation électrique venant de l'Union européenne vers l'Ukraine pour compenser la perte de Zaporijia en particulier. Donc il y aurait une solution. Mais c'est une solution qui est à la fois technique et économique. Et pas idéale. Pas idéal, mais de toute façon, la question de la perte d'une centrale nucléaire, de toute façon, une perte de souveraineté, d'une certaine manière, ça ne remettra pas en cause, à mon avis, sans être expert, la capacité en électricité, les ressources en électricité pour l'Ukraine. Mais en revanche, ça veut dire aussi qu'on va avoir une plus grande interaction entre les pays européens et l'Ukraine, parce qu'on lui fournira de l'électricité, mais on ne peut pas faire plus de 2 mégawatts sur l'ensemble des besoins. Dernière question, mon général, concernant ces deux oblasts très particuliers. Quel intérêt, autre que cette centrale nucléaire, pour les Russes, de pouvoir s'en emparer? Vous avez d'abord le fait qu'ils l'ont déjà mis juridiquement dans leur constitution. Donc déjà, c'est un choix. Ensuite, je vais me répéter simplement, c'est que là, vous avez le Dniepr, naturellement défendable. C'est-à-dire que si les Russes, ils sont là de toute façon. Hein, donc, et la proximité avec la Crimée aussi. Et après, la Crimée, et puis l'accès à la mer Noire. Et la question qui va se poser, c'est effectivement Odessa qui est par là, qui est revendiquée par les Russes. Je ne vois pas comment les Russes aujourd'hui pourraient récupérer par la guerre Odessa, qui est quand même le poumon, ce qui permet de sortir toutes les céréales, les engrais d'Ukraine. Donc impensable que ce soit livré aux Russes, et d'abord ce serait inacceptable, voilà, mais je conclurai là-dessus. Rappelons-nous qu'en 2022, les Russes ont essayé d'aller jusqu'à Odessa. Ils n'ont pas réussi parce que les Ukrainiens ont empêché cela. Donc aujourd'hui, je vois mal comment ça pourrait être mis en cause. On va vous montrer une dernière carte pour qu'à la maison, vous puissiez comprendre géographiquement, mais aussi en termes de structure et de dimension, ce que signifierait céder ces oblasts pour l'Ukraine comparativement à notre pays, à savoir la France. Si l'Ukraine cédait les oblasts que nous avons évoqués, mon général, cela signifierait une large partie de notre flanc Est en France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, de grandes, très grandes régions. Oui, c'est vrai, mais là, effectivement, c'est la perte pour l'Ukraine de 20% de son territoire. Elle est en gros à 660 000 km² ou 650 000 km². C'est vrai que politiquement, ça veut dire aussi préparer à la grande revanche. Rappelez-vous, en 1870, on a perdu l'Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a préparé la grande revanche pour 40 ans après, et tout le système éducatif a formé les enfants de le plus jeune âge à reprendre les armes plus tard et à ne pas accepter la perte de l'Alsace-Lorraine, ce qui est fini quand même par une guerre. Ce qui veut dire que si ça se passe aussi comme cela, vous allez voir que dans 30 ans, une nouvelle guerre rééclatera entre la Russie et l'Ukraine, ce qui veut dire d'un côté, l'Europe aura soutenu l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, et de l'autre côté, la Russie se sera réarmée encore plus qu'aujourd'hui pour être sûr que ça n'arrive pas. Donc vous voyez, on met les prémices d'une guerre future en fonction des négociations qui auront lieu aujourd'hui. Et puis rappelons-nous aussi qu'ici, dans ces oblasts, vous avez beaucoup de ressources naturelles, minières, notamment dans le Donbass, et agricoles. Les grandes plaines agricoles se trouvent là. Donc là, vous voyez bien qu'en plus, il y a un gage économique en plus de Zaporijia qui a été pris. En attendant, le président américain, lui, est très clair. Volodymyr Zelensky doit signer. Écoutons-le. Zelensky souhaite la paix. À présent, le président Zelensky doit obtenir tout ce dont il a besoin, car il va devoir se préparer à signer quelque chose. Et je pense qu'il travaille d'arrache-pied pour y parvenir. Volodymyr Zelensky doit signer. Volodymyr Zelensky ne veut pas signer. Il a déjà répondu au président américain Donald Trump. Il a dit « nous ne céderons pas nos terres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre va continuer. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire que ce sommet qui est attendu entre le président américain d'un côté et le président russe de l'autre ne servira strictement à rien. Violeta Moscalo. Ça ne servira strictement à rien. C'est de la même façon comme en 2022, on pensait que Kiev allait tomber en 3 jours et que tout était grillé parce que c'était la deuxième armée du monde, pays nucléaire, qui allait occuper l'Ukraine. Ils arrivaient avec leur tenue déjà de parade parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire la parade, la marche de la victoire en fait sur Kreshchatik à Kiev. Et on a vu que 3 ans et demi après, effectivement, le général a bien expliqué
Il s'agit de 20% du territoire, mais on est bien loin de ce qu'ils avaient en tête et de ce qu'ils voudront. Ni les Russes ne s'arrêteront pas, ça va être un temps pour se réarmer de deux côtés, mais surtout l'armée ukrainienne n'acceptera pas, et le président Zelensky, quand il dit ce qu'il dit, en citant la constitution de l'Ukraine, il sait qu'il a une armée ukrainienne qui ne rendra jamais les armes, en fait. Et quand on disait qu'il fallait qu'ils se retirent, les troupes ukrainiennes de Donbass, en fait, ou des régions de Donetsk, tout ça, il peut pas, il va sur les réseaux sociaux, il voit ce qu'on lui dit. Donc c'est juste inacceptable, inadmissible, et l'Ukraine qui a déjoué tous les pronostics de tous ceux qui sont sur de la réelle politique et qui pensent avec les paramètres du XXe siècle. Aujourd'hui, quand on est déjà en 2025, donc un quart du XXIe siècle, et l'Ukraine a montré qu'avec la technologie, avec la créativité, avec l'intelligence, avec l'inventivité et tout ça, tu peux faire beaucoup plus de choses, même si, l'équilibre, c'est un pays qui est 3 fois plus gros. Vous nous répondez, pardonnez-moi, madame, de vous interrompre, car je n'aime pas faire cela, mais à vous écouter, vous voulez dire que l'Ukraine pourra compenser? L'Ukraine va continuer à se battre jusqu'à la dernière, jusqu'à tant qu'il faudra. C'est le message que vous nous donnez aujourd'hui. Et effectivement, et je pense que l'Europe ne pourra pas signer cet acte honteux de capitulation, et qu'avec le soutien européen et avec la production et la capacité des Ukrainiens, ils peuvent tenir en défensive encore très très longtemps. Et bien sûr que très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Des années. On ne veut pas, mais c'est pas nous qui souhaitons que cette guerre dure des années, parce que là on est en train de pervertir la logique et de nous dire, vous les Ukrainiens et les Européens, vous êtes des va-t-en guerre, vous voulez faire la guerre. Mais donc il faut signer. C'est ça le message que vous donne le président américain. Donc ce qu'ils disent, mais en fait, c'est de la perversion linguistique et d'accuser maintenant le pays qui se défend, de vouloir se défendre en disant, c'est vous qui êtes des va-t-en guerre, il faut que vous capitulez. Mais non, c'est pas audible pour vous. Et ça sera pas appliqué par l'armée ukrainienne, ça n'aura aucun effet sur le moral des troupes, au contraire, en fait. Regardez ce que disent nos confrères du Wall Street Journal dans un article très intéressant, justement sur les territoires occupés et sur ce que pourrait céder Donald Trump et accepter de l'autre côté Vladimir Poutine. Ils disent Vladimir Poutine accepterait, selon Witkoff, un cessez-le-feu complet si l'Ukraine acceptait de retirer ses forces de toute la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Inconcevable, vous nous répondez? Ça, ce serait le scénario finlandais 1940, refait en 1945, avec, même une neutralisation du pays. Je pense que, alors, évidemment, inacceptable pour les Ukrainiens. Néanmoins, je crains pour les Ukrainiens que dans la tête, certainement, de Trump, qui s'imagine que Poutine pourrait effectivement accepter ce compromis, ainsi que dans plus de têtes de dirigeants européens qu'on ne le pense, et je ne parle même pas des dirigeants du reste du monde. L'idée, ce serait un bon compromis finalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas convaincre Zelensky et des dirigeants ukrainiens que tenir comme ça pendant des années et des années va coûter un prix absolument exorbitant en vie humaine? Et je pense, c'est inacceptable, et bien sûr, c'est honteux, c'est moralement... le danger également, ce serait qu'on céderait ainsi à la force, et que va-t-il se passer après? Mais est-ce complètement déraisonnable? Ce serait dans la même logique que de se dire combien de centaines de milliers de vies humaines ça a coûté à la France de reprendre l'Alsace et la Lorraine. Vous voyez le dilemme. Et je pense que le fait d'avoir mis l'Ukraine dans cette situation où elle doit choisir dans un dilemme pareil, c'est absolument inacceptable, c'est immoral, c'est surtout que l'histoire nous montre. Mais malheureusement, ce n'est pas complètement déraisonnable. Là, je ne fais pas de discours défaitiste, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne l'avouent et qui pensent à cette logique défaitiste. L'histoire nous montre très brièvement que vouloir penser qu'on apaise un agresseur de cette façon-là, on n'avance pas. C'est une façon de reculer pour encore la situation, ça s'aggrave. C'est-à-dire, est-ce que là, maintenant, on n'a pas une analogie avec ce qu'on a vu, la carte avec le Donbass, avec le deal qu'ils avaient fait en 1939 autour de la région des Sudètes, en fait. Est-ce que Hitler s'est arrêté? Il ne s'est pas arrêté. Il a été... Donc, tant qu'on n'a pas été jusqu'à la confrontation et le fait d'aller à la force, et pas
parce qu'un agresseur et un pays prédateur, comme tout ce qu'a mis Kremlin là maintenant dans cette guerre, il ne sera arrêté que par la force. Le laisser aujourd'hui, lui faire ce cadeau-là, c'est penser gagner un peu, enfin, ça serait gagner un peu de temps, mais il faudra quand même continuer à s'armer. L'Ukraine va s'armer, l'Europe doit aussi s'armer. On doit revenir sur ces bases de l'Europe de la défense qu'on n'a toujours pas construite telle qu'on aurait dû, et être prêt au fait que la guerre reviendra. Pardon de poser les questions qui fâchent, mais il y a un principe de réalité. Il y a un principe de réalité terrible dans chacune des guerres. Principe de réalité donc, que peut accepter l'Ukraine, mais surtout, jusqu'où peut-elle aller dans les concessions ? Jusqu'où peut-elle aller dans l'acceptation ? Le même principe de réalité aurait dû dire que Zelensky devait partir comme les Américains. On lui a dit viens, on te sort avec ton gouvernement. Et lui, il a dit j'ai pas besoin de taxi en fait, et donnez-moi des armes. Donc les Ukrainiens sont en train de déjouer tous ces pronostics un peu construits sur les paramètres, encore une fois, de l'ancien modèle du monde, parce qu'on est en mutation, il y a une transformation. La technologie joue aussi, la résilience et la rage de vivre en fait, de ne pas vouloir se laisser détruire, c'est une guerre existentielle. Et encore une fois, la Bible avec cette figure métaphorique en fait, le combat de David contre Goliath, c'est exactement ce qui se joue sous les yeux du monde entier. Général Chauvency, sur le principe de réalité. Moi, le principe de réalité, j'y suis acquis depuis bien longtemps, donc il y a une réalité du terrain. Alors, qu'il y a une menace existentielle, sans aucun doute, mais la menace existentielle est confrontée à la réalité. Et il y a un moment, il va falloir négocier d'une manière ou d'une autre. Alors, les termes du contrat sont assez difficiles à définir. Ça veut dire qu'il y a peut-être un vaincu et un vainqueur. Alors, effectivement, quand on dit ça, ça voudrait dire être défaitiste, certainement pas. Ça veut surtout dire qu'être vaincu, il faut accepter la défaite. Pour l'instant, effectivement, les Ukrainiens n'acceptent pas la défaite et ils ont encore les moyens de résister. La question est de savoir combien de temps, avec quoi, avec qui. Ce n'est pas les Européens qui iront se battre aux côtés des Ukrainiens. Ça, il n'en est absolument pas question. Donc les Ukrainiens, de toute façon, seront seuls. Ils auront peut-être des équipements militaires, mais qui vont arriver au fur et à mesure, en fonction, effectivement, des capacités de production. Que les Américains en vendent, bon, ça donnera du plus. Mais pour l'instant, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que les Ukrainiens résistent, mais reculent. Pas des kilomètres et des kilomètres, mais reculent quand même. Et que de l'autre côté, les Russes continuent à avancer, malgré tout ce qu'on leur a mis comme commentaire, en disant qu'ils n'avaient plus de soldats, que c'était de la chair à canon, qu'ils n'avaient plus de moyens, et n'empêche que pour l'instant, ils se battent aussi. Alors bien sûr, on ne se bat pas pour la même cause. D'un côté, on se bat pour défendre sa terre, et on est beaucoup plus fort moralement pour défendre sa terre. C'est ce que montre l'armée ukrainienne, et beaucoup devraient en tirer quelques leçons d'ailleurs, ça serait pas mal en Europe. Et de l'autre côté... Vous pensez à qui, mon général Chance ? Nos Occidentaux bien ancrés dans leurs habitations, de leurs problèmes de leur vie quotidienne et de leurs vacances d'été, par exemple, auxquels il ne faudrait surtout pas toucher, et encore moins à leur frigo à la fin du mois. Bon, ceci étant dit, c'est une vacherie que je dis au passage, mais c'est un peu la mentalité. On vous connaît. Voilà, donc c'est un peu la mentalité. Nous sommes habitués à vivre confortablement, bien sûr avec des soucis, mais pas au point de mettre en jeu notre existentialité, oserais-je dire. Là, ce que nous apprennent les Ukrainiens, c'est que c'est possible, ça peut arriver, ce qui veut dire Europe de la défense, se réarmer moralement, se réarmer militairement, peut-être aussi en termes de démographie, parce que le problème de la démographie se pose aussi indirectement, plein de sujets comme ça. Nous sommes effectivement dans un nouveau monde. Alors, pas forcément le monde que vous imaginez, parce que je pense que c'est le monde du rapport de force qui arrive, et que si on n'a pas compris que le rapport de force est dans plusieurs registres, et qu'on ne s'y prépare pas, on perdra. Alors maintenant, du côté russe, effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont la main. Ils ont la main parce que Trump leur donne la main. C'est une réalité. Et que je vois mal aujourd'hui comment les Ukrainiens, qui ne sont pas à la table des négociations à la date d'aujourd'hui, pas plus que les Européens, seront capables de proposer leur agenda. Parce que moi, ce que j'entends depuis plusieurs mois comme agenda, c'est vous les Russes, vous devez partir, parce qu'en fait, considérez-vous que vous avez perdu, et que nous, on va gagner, et que nous allons remplir nos contrats. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe avec le principe de réalité. Vous avez évoqué un instant les armes. Le principe de réalité, ce sont aussi les armes qui sont notamment fournies à l'Ukraine par les Américains et aussi par les Européens. Ce grand plan d'1 milliard par l'Europe et l'OTAN pour aider les Ukrainiens qui devraient arriver. Néanmoins, regardez ce que disent nos confrères de CNN concernant les armes américaines. Le Pentagone et cette nouvelle politique du Pentagone qui pourrait réorienter les armes dédiées à l'Ukraine, réorienter où vers l'Amérique, vers les États-Unis. Le Pentagone pourrait garder ces armes américaines. Alors, lorsqu'on a vu cet article, quand on l'a lu, quand on se rend compte de ce
que le Pentagone voudrait mettre en place. La première question d'abord, c'est y a-t-il une pénurie au niveau des armes au sein même des États-Unis? Parce que pour réapatrier les armes qui étaient prévues pour les Ukrainiens, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi des armes qui ne sont certainement pas données gratuitement. On parle ici d'armes qui devraient être payées par l'OTAN, l'Europe, pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une pénurie d'armes en ce moment américaines? Est-ce qu'on doit s'inquiéter déjà de ce côté-là? D'abord, un chiffre quand même qui est un peu décalé, mais qui est bon de citer, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne, enfin l'Europe, qui donne plus d'équipements militaires que les États-Unis. Parce que depuis que Trump est là, il n'y a pas grand-chose de neuf. Voilà. Donc déjà, l'Europe a un peu pris la main avec les moyens qu'elle avait. Maintenant, pour les Américains, n'oublions pas qu'ils ont aussi soutenu Israël au Moyen-Orient. Et qu'une grande partie des armes, notamment solaires, antimissiles, ont été, et c'est cela qui est un embargo, en quelque sorte, un retour aux États-Unis. Beaucoup ont été donnés aux Israéliens. 2 guerres en même temps, les Américains ne savent plus faire. Donc, surtout que ça consomme beaucoup de munitions, ce à quoi je pense personne ne s'était jamais posé la question. Est-ce qu'on aurait assez de munitions? Les guerres devront être courtes, on nous le dit à chaque fois, et à chaque fois elles sont longues, et avec des moyens technologiques différents. Mais c'est une question de choix, ça veut dire que le choix est fait. Les États-Unis, s'ils doivent se retirer d'une guerre, ce sera de la guerre en Ukraine. Tout à fait. Et puis, autre part, il faut aussi que les usines soient avec des lignes de production à la hauteur, et en plus, les armes modernes dont on parle sont des armes qui mettent beaucoup de temps à être fabriquées. Une batterie patriote, c'est plus d'1 an. Nos Césars, c'était entre 6 et 9 mois à un moment donné, ou un peu plus. Et une batterie coûte 3 millions de dollars. Une batterie, c'est 1 milliard, une batterie patriote. Et le missile, c'est 3 millions de... Voilà. Mais c'est une formidable stratégie pour relancer la situation de l'emploi, parce que les États-Unis, quand ils nous font racheter des armes qu'eux, ils fabriquent et qu'ils ont de l'emploi, c'est aussi une façon de faire du business, entre guillemets, sur la guerre. Je voulais juste revenir sur le fait, est-ce que les Ukrainiens, s'ils vont se sentir lâchés par les Américains, ils vont lâcher les armes? Moi, je ne serais pas surprise si un jour ils nous disent Zelensky et son entourage, et ben si c'est comme ça, nous l'arme nucléaire on l'avait, on sait le faire, et si vous nous poussez jusqu'à nos retranchements pour devoir vraiment compter que sur nous-mêmes, ben alors désolé, mais alors on va se battre jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut comprendre, la logique de l'Ukraine qui n'a pas le choix au vu de l'histoire séculaire en fait qui remonte à toutes les guerres qu'on a subies de la part des Russes, à tous les mauvais traitements, à qu'est-ce qui va se passer dans ces territoires, effectivement, les 4 régions occupées et tout. Donc les Ukrainiens n'abandonneront pas, ne lâcheront pas les armes, et il faut quand même garder ça en tête.